Réviser ses classiques tout en s'amusant, tester et améliorer son orthographe sans être noté. Avec Rachid Santaki, nous vous proposons une dictée et sa correction à faire seul ou en famille, muni d'un papier et d'un crayon, en compagnie aujourd'hui du comédien Yvain Juillard. Une dictée à suivre maintenant sur l'antenne de France Culture, en vidéo sur le Facebook de la chaîne et à retrouver plus tard, si vous le souhaitez, sur le fil de vos podcasts. France Culture, la dictée géante de Rachid Santaki avec Olivia Gesbert. Et bonjour Rachid Santaki. Et bonjour Olivia. Et bonjour Yvain Juillard. Bonjour Olivia. Bonjour. Vous êtes scientifique, à la fois neurobiologiste et comédien, conférencier à l'INSAS, l'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle à Bruxelles, dans la section cinéma, avec la compagnie Les Faiseurs de Réalité. Vous avez pensé, imaginé, conçu cette pièce, Cérébrum, est-ce qu'il faut le faire en latin ? Dites-nous la bonne prononciation. Je dis Cérébrum. Oui. Cérébrum, mi-spectacle, mi-conférence, qui questionne la nature du réel à travers l'exploration de notre cerveau. Un livre paraît d'ailleurs avec le texte de la pièce, publié aux éditions de l'Aile, on dit aux L'Aile édition, aux éditions L'Aile, à l'Aile édition. Ouais. À l'Aile édition, c'est des éditions, vous nous disiez, toutes nouvelles qui viennent d'être montées en Belgique, à Bruxelles, et qui éditent des textes d'art, en fait, de spectacle. C'est ça. Voilà. Des livres issus des travaux de recherche ou des spectacles qui ont suivi en fait ces recherches. Ça veut dire que cette conférence, cette pièce, ce spectacle qui tourne en ce moment en France, a été conçu et entièrement écrite, cette pièce. Vous n'improvisez pas chaque soir un texte différent. Vous savez exactement d'où vous partez, où vous allez. Oui. Et en même temps, il y a toujours des espaces où il est possible d'improviser, c'est très interactif. Donc les réactions des gens chaque soir varient et je peux m'adapter à ce qui se passe. Et puis c'est un spectacle, une conférence spectacle qui a la particularité d'être un peu comme notre cerveau plastique. Et donc elle évolue d'une représentation à l'autre, elle évolue encore en fait. Même si le texte, on a essayé de le rendre vivant, donc il y a aussi des expériences qui sont faites à l'intérieur. Comment on écrit la science pour le grand public ? Parce que c'est un exercice de vulgarisation aussi. Alors, je ne l'ai pas pensé à la base comme un exercice de vulgarisation, mais vraiment de pouvoir transmettre cette chose très étrange, parce qu'elle est complètement contre-intuitive, que notre cerveau en fait fabrique la réalité et essayer de comprendre aussi ce que ça engendre en termes de fiabilité de nos souvenirs, de fiabilité de l'interprétation des choses de ce qu'on voit, de notre notion la notion de libre arbitre. Donc voilà, c'est assez vertigineux en fait quand on pose cette connaissance et quand on commence à l'intégrer et à la mettre à la mesure de notre rapport au monde. Il y a vraiment quelque chose de vertigineux. Comment notre cerveau réinvente la réalité, comment notre pensée crée ou recrée aussi un monde, des mondes, comment nous vivons aussi dans un monde d'illusions. En fait, la réalité et l'illusion, c'est un peu des synonymes d'un point de vue neuroscientifique. Et donc, ça donne une force sur un plateau assez incroyable. C'est-à-dire que en direct, on peut faire bugger en quelque sorte notre représentation de la réalité. Puisque c'est une illusion, on peut la faire bouger. Les gens vont voir des choses qui n'existent, qui ne sont pas devant leurs yeux, mais pourtant ils vont la voir. Parce qu'on a créé une forme de persistance rétinienne. Il y a des couleurs qui vont se transformer. Et donc, ce qu'on voit va être contredit par un moment la connaissance scientifique qui essaie de saisir une objectivité par rapport au réel, quoi. Nous avons combien de neurones, Yvain Juillard ? Alors on en compte très précisément, non, je plaisante. 100 milliards. Et chaque neurone peut avoir 1000 connexions. Et vous allez en mobiliser combien, vous pensez, pour cette dictée ? Alors, on mobilise, je pense, toujours l'entièreté de notre cerveau, mais de manière différenciée
en fonction des tâches que l'on fait, quoi. Donc je ne vais pas utiliser 10% de mon cerveau. Ça, c'est un peu une fable, c'est des mythes. C'est vrai, il n'y a pas une zone particulière pour le langage, l'écriture, par exemple. Il y a une zone qui est destinée au langage, mais cette zone, elle fait intervenir, elle est reliée aussi à tous les processus mnésiques, tous les processus moteurs, parce qu'il faut bien écrire. Oui. Quand je pense le mot en même temps... Oui, dit le professeur Santaki. Non, il va falloir écrire. Souvent j'explique qu'en écrivant, on se reconnecte en fait. Et c'est vrai qu'on suscite la curiosité, contrairement à tout ce qui est automatique. Olivia me taquine. Je le charrie, parce que c'est vrai que vous allez devoir écrire pour le coup, les dictées. Et alors, donc on écrit, ça reconnecte avec les autres? Oui, c'est un ensemble. En fait, il n'y a pas d'action qui soit séparée des autres. On travaille avec la complexité en permanence. Même si, dans notre représentation, on simplifie les choses et on dit je fais une dictée, donc je l'écris, mais on évacue le corps qui est là, le sens des mots, la sensibilité que portent les mots, aussi l'imaginaire que portent les mots, les habitudes, notre rapport aux mots, notre vécu qui se cache aussi propre à chacun derrière les mots. Et tout ça est engagé, notre attention aussi, une chose fondamentale. Pardon, je voulais réagir souvent quand je travaille avec les scolaires sur les points de blocage. On a souvent des points de blocage, un traumatisme, la mauvaise note, des choses comme ça. Et une fois libéré, c'est vrai que ça change tout. Il y a vraiment un sujet là-dessus, plutôt un trauma, un frein qui empêche de se libérer. Et une fois qu'on appuie sur ce bouton, c'est vrai que ça décomplexe, ça dédramatise. D'où notre exercice chez Olivia. Il faudrait presque faire de l'imagerie pour savoir où se situe ce nœud dans notre cerveau ou dans notre vécu cérébral pour pouvoir le débloquer. On connaît beaucoup d'écrivains qui ont fait, ou certains écrivains qui ont déjà fait le lien entre littérature et science, à commencer par ce sacré Jules Verne qui nous fait régulièrement souffrir dans les dictées que nous propose Rachid Santaki. Moins ces passerelles que vous créez aussi en ce moment avec ce spectacle et plus globalement avec votre compagnie, puisque c'est aussi au cœur de votre projet, entre l'art et la science. Comment vous est venue l'idée de mêler vos deux parcours, de faire le trait d'union entre ces deux disciplines? Bien, en fait, c'est pour moi, si j'avais un rapport au monde qui était essentiellement basé sur les connaissances scientifiques, il y a une part qui me manquerait. Et si j'avais un rapport au monde qui était essentiellement basé sur ma sensibilité, sur mon interprétation des choses, j'aurais aussi un manque. Et donc, pour aborder une question qui m'obsède, qui on est en tant qu'être humain, eh bien, il m'a semblé naturel, mais ça s'est fait presque de soi, de faire cohabiter ces deux dimensions, qui sont finalement les côtés d'une même pièce. Le réel, c'est un endroit dans lequel on existe, mais en même temps, c'est pas l'endroit dans lequel on vit, puisqu'on vit dans la représentation du réel, qui est notre réalité. Et quand on fait du théâtre, quand on joue, eh bien, on évolue dans l'infini possible que peut prendre la réalité, que peut prendre notre identité. Et la science, elle essaie de comprendre le monde réel. Comment elle atteindra jamais, elle connaîtra jamais ce monde réel, mais quelle est sa dynamique, quelle est sa nature. On ne sait toujours pas quelle est la nature de la matière. Donc c'est quand même incroyable. Donc la science est éminemment mystérieuse et éminemment poétique de ce point de vue-là. Il y a un documentaire qui sort en salle justement mercredi, le 16 mars, de Jean-Stéphane Bron, qui avait déjà filmé, lui, l'Opéra de Paris, et qui cette fois a choisi d'aller dans notre cerveau pour comprendre comment ça marche. Alors, il a fait aussi passer ce pont entre l'art ou le spectacle et les informations ou la connaissance de notre cerveau. Ce film s'appelle 5 nouvelles du cerveau. Il sort en salle le 16 mars et il s'interroge sur la nature humaine du cerveau. C'est vrai qu'on a tendance à penser que le cerveau, ou en tout cas l'intelligence, c'est vraiment ce qui caractérise les humains. Est-ce que vous pensez qu'une intelligence, au fond, peut vraiment être artificielle? On en parle de plus en plus. Est-ce que c'est cohérent de l'imaginer? J'ai travaillé un peu sur des réseaux de neurones au début des années 2000.
Et en fait, c'est plus du vocabulaire qui fait référence à un imaginaire humain. C'est de l'anthropomorphisme, en fait, mais il n'y a pas d'intelligence, au terme d'intelligence humaine. C'est un réseau de neurones, une intelligence artificielle, c'est un programme, donc c'est de la matière morte, ça n'a pas de conscience, ça ne voit rien, ça ne sent rien, ça n'a pas de... il faut l'orienter pour que ça aille dans un certain sens. Après, ça a une puissance de calcul incroyable. Et c'est capable d'apprentissage en fonction d'un objectif qu'on lui donne, parce que ça va classer des informations et obtenir, par exemple, dans un environnement qui peut être l'écran, dire, en fonction des comportements qu'on peut avoir sur l'écran, dire, tiens, ça pourrait vous plaire. Et on se dit, tiens, c'est très étrange. Racontez-nous, si vous le voulez bien, lisez-nous un extrait de cette pièce que vous jouez, de ce spectacle, cette pièce conférence Cérébrum que vous jouez en ce moment un peu partout en France, et je donnerai les dates dans un instant, pour comprendre aussi comment vous vous adressez au public, de quoi vous vous inspirez. Merci. Voilà, c'est un extrait qui est au début du spectacle, où je parle de rencontres que j'ai faites. Au cours de mes recherches, j'ai rencontré une adolescente qui n'allait plus à l'école à cause d'un chagrin d'amour et que son médecin traitant avait mis sous antidépresseur. J'ai rencontré des apprentis mécaniciens qui ne savaient pas s'ils auraient un travail plus tard et qui avaient peur. Et j'ai aussi fait la connaissance de 2 presque centenaires, un couple d'instituteurs dans une maison de retraite. La dame avait 92 ans et le monsieur 93 ans. Ils se sont connus pendant leurs études. La dame âgée m'a souri et avec le monsieur, on a commencé à discuter et il m'explique qu'ils ont déjà tout perdu, une fois, quand ils ont dû fuir le Congo au moment de l'indépendance. Ils enseignaient là-bas. Mais ils ont eu la chance, eux, de pouvoir reconstruire leur vie en Belgique et ils comptaient finir leurs jours dans leur petite maison. Mais sa femme a dû être hospitalisée suite à une thrombose. Depuis, elle ne parle presque plus. Alors il continue, il me dit qu'il a fait l'aller-retour, tous les jours, de leur maison à l'hôpital pour aller voir sa femme. Mais jusqu'à ce qu'il chute dans l'escalier et se casse le col du fémur. Alors, à son tour, il a dû être hospitalisé, mais dans un autre hôpital. Et à respectivement 88 et 89 ans, c'était la première fois en 63 ans de mariage qu'ils étaient séparés. Il a baissé les yeux et il m'a dit « Ce que nous voulions, c'était nous revoir, encore une fois. La seule solution était de vendre notre maison, tout laisser à nouveau, pour se donner encore un peu de temps. On n'a pas hésité. Et je me suis dit qu'une autre vision du progrès pourrait être de développer ce lien si précieux qui peut nous unir les uns aux autres, justement parce que nous sommes mortels. » Merci beaucoup Yvain Juillard, à la fois comédien et scientifique et enseignant d'ailleurs. Vous mêlez ce double langage, le langage cinématographique et celui des neurosciences cognitives dans l'enseignement, le cours que vous donnez aussi à l'école de cinéma, à la section de cinéma de l'Institut national supérieur des arts du spectacle de Bruxelles. Merci pour cet extrait de votre spectacle qui fait l'objet d'un livre aujourd'hui, Cérébrum. On va passer maintenant à la dictée. Fini de parler du cerveau. On va le mobiliser, ce cerveau et nos neurones avec. Qu'avez-vous choisi, Rachid Santaki, comme texte, comme auteur pour cette dictée du jour? Un extrait de l'ouvrage Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. J'imagine que ça résonne. Mm-hmm. Et donc ce roman paru en 1829 est le journal d'un condamné à mort écrit pendant les 24 dernières heures de son existence. L'extrait lu est donc un passage où le narrateur arrive au palais de justice et il va rencontrer un autre condamné de 55 ans qui va lui raconter son parcours. Et voilà pour le passage et le contexte de cette dictée. Pourquoi ça résonne? Vous parlez de résonance particulière? Alors, par rapport à Victor Hugo, par rapport au journal d'un condamné? C'est ce dernier moment où en fait on se rend compte que on est mortel et qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? C'est comme si à un moment on se retire presque d'un quotidien pour rentrer dans quelque chose qui est
peut-être profondément humain et qu'on ne manifeste pas quotidiennement. Cette autre temporalité de nos vies, voire de notre mort. Voilà, c'est un roman de Victor Hugo, publié donc en 1829. Et sous l'habit de la fiction, c'est aussi un véritable plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort. Le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo. Une première lecture pour vous mettre le texte dans l'oreille, Yvain Juillard, et vous, auditeurs qui êtes avec nous et qui faites aujourd'hui cette dictée de Rachid Santaki. Première lecture, puis une seconde pour prendre note, et une troisième, on va tenter de corriger les difficultés de ce texte ensemble, de les éclairer en tout cas. Merci Olivia. Très bonne dictée à toutes et à tous. Première lecture. À 6 ans, je n'avais plus ni père ni mère. L'été, je faisais la roue dans la poussière au bord des routes, pour qu'on me jetât un sou par la portière des chaises de poste. L'hiver, j'allais pieds nus dans la boue en soufflant dans mes doigts tout rouges. On voyait mes cuisses à travers mon pantalon. À 9 ans, j'ai commencé à me servir de mes louches. De temps en temps, je vidais une fouillouse. Je filais une pelure. À 10 ans, j'étais un marlou. Puis, j'ai fait des connaissances. À 17, j'étais un grinche. Je forçais une boutanche. Je faussais une tournante. On m'a pris. J'avais l'âge. On m'a envoyé ramer dans la petite marine. Le bagne, c'est dur. Eh bien voilà, peut-être que ça sonne plus difficile que ça ne l'est, qu'il va falloir juste aussi mobiliser son intuition et ses connaissances, même un peu lointaines. C'est parti pour la dictée, si vous êtes prêts, un papier, un crayon, et on y va. On vous écoute, Rachid. À 6 ans, virgule. À 6 ans, virgule. Je n'avais plus, à 6 ans, virgule, je n'avais plus ni père, ni mère, point virgule. À 6 ans, virgule, je n'avais plus ni père, ni mère, point virgule. L'été, virgule, je faisais la roue. L'été, virgule, je faisais la roue. Dans la poussière. Dans la poussière. L'été, virgule, je faisais la roue. Dans la poussière. Au bord des routes, virgule. Au bord des routes, virgule. L'été, virgule, je faisais la roue dans la poussière, au bord des routes, virgule. Pour qu'on me jetât, pour qu'on me jetât, au bord des routes, virgule, pour qu'on me jetât un sou, pour qu'on me jetât un sou par la portière, pour qu'on me jetât un sou par la portière des chaises de poste, par la portière des chaises de poste, point virgule. Par la portière des chaises de poste, point virgule. L'hiver, virgule, l'hiver, virgule, l'hiver, virgule, j'allais pieds nus, l'hiver, virgule, j'allais pieds nus dans la boue, l'hiver, virgule, j'allais pieds nus dans la boue, en soufflant, j'allais pieds nus dans la boue, en soufflant, dans mes doigts,
en soufflant dans mes doigts, tout rouge, point, virgule. J'allais pieds nus dans la boue en soufflant dans mes doigts, tout rouge, point, virgule. Fin de la dictée pour les écoliers. Dans mes doigts, tout rouge, point, virgule. On voyait mes cuisses, on voyait mes cuisses, on voyait mes cuisses à travers mon pantalon, point. On voyait mes cuisses à travers mon pantalon, point. À 9 ans, virgule, à 9 ans, virgule, à 9 ans, virgule, j'ai commencé, à 9 ans, virgule, j'ai commencé, à 9 ans, virgule, j'ai commencé à me servir de mes louches, virgule. À 9 ans, virgule, j'ai commencé à me servir de mes louches, virgule. À 9 ans, virgule, j'ai commencé à me servir de mes louches, virgule. De temps en temps, de temps en temps, de temps en temps, je vidais, de temps en temps, je vidais une fouillouse. Une fouillouse, virgule. De temps en temps, je vidais une fouillouse, virgule. Je filais une pelure, point, virgule. Donc je répète, je vidais une fouillouse, virgule. Je filais une pelure, point, virgule. De temps en temps, je vidais une fouilleuse, virgule. Je filais une pelure, point, virgule. À 10 ans, virgule. À 10 ans, virgule. J'étais un marlou. À 10 ans, virgule, j'étais un marlou, point. Je filais une pelure, point, virgule. À 10 ans, virgule, j'étais un marlou, point. À 10 ans, virgule, j'étais un marlou, point. Puis j'ai fait des connaissances, point, virgule. Puis j'ai fait des connaissances, point, virgule. À 10 ans, virgule, j'étais un marlou, point. Puis j'ai fait des connaissances, point, virgule. À 17, virgule. À 17, virgule. Je répète, puis j'ai fait des connaissances, point, virgule. À 17, virgule, j'étais un grinche, point. À 17, virgule, j'étais un grinche, point. À 17, virgule, j'étais un grinche, point. Je forçais une boutanche, virgule. Je forçais une boutanche, virgule. Je répète, à 17, virgule, j'étais un grinche, point. Je forçais une boutanche, virgule. Je faussais une tournante, point. Je forçais une boutanche, virgule. Je faussais une tournante, point. On m'a pris, point. Je répète, je forçais une boutanche, virgule. Je faussais une tournante, point. On m'a pris, point. On m'a pris, point. J'avais l'âge, virgule. J'avais l'âge, virgule. J'avais l'âge, virgule. On m'a pris, point. J'avais l'âge, virgule. On m'a envoyé ramer. Je répète, j'avais l'âge, virgule. On m'a envoyé ramer dans la petite marine, point. J'avais l'âge, virgule. On m'a envoyé ramer dans la petite marine, point. Ça va pour vous, Yvain? Oui. Très bien. J'avais l'âge, virgule. On m'a envoyé ramer dans la petite marine, point. Le bagne, virgule. Le bagne,
virgule, c'est dur, point final. Le bagne, virgule, c'est dur, point final. J'avais l'âge, virgule, on m'a envoyé ramer dans la petite marine, point. Le bagne, virgule, c'est dur, point final. Voilà pour cette deuxième lecture. On va apprendre ce qu'est un grinche, un marlou, pour ceux qui ne connaissent pas. Et on va tenter de voir s'il y avait des difficultés particulières d'orthographe, de syntaxe, de conjugaison dans cette dictée. Comment vous l'avez vécu, Yvain Juillard, ce moment? Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de dictée. Donc j'étais un écolier presque. D'accord. C'était non, puis c'était agréable, voilà, d'être emporté. Et puis j'ai vu qu'il y avait des, oui, il y a des mots que je doute un peu de boutanche, par exemple. Je ne saurais pas dire ce que c'est. Et puis oui, il y a des petits doutes qui arrivent et du coup on hésite entre plusieurs choses. Donc on va voir. Alors allons-y. Allons. À 6 ans, on met un S à an, hein, on n'oublie pas. Je n'avais plus ni père ni mère. On est sur de l'imparfait, première personne du singulier. Je n'avais, AIS, plus ni père ni mère. On n'a a priori qu'un père et qu'une mère, donc on ne met pas de S ni à l'un ni à l'autre. L'été, je faisais la roue dans la poussière. L'été, je faisais AIS, toujours avec cet imparfait, la roue dans la poussière, au bord des routes. Bord au singulier ou au pluriel pour vous, Yvain? Ah, j'ai mis au singulier. Oui, vous avez bien fait. Et des routes au pluriel. Pour qu'on me jetât un sou par la portière des chaises de poste. Rachid, est-ce que vous voyez une difficulté là, peut-être sur le verbe? Oui, sur le verbe jeter, puisqu'on est à l'imparfait du subjonctif. Et donc. À jeter, moi j'ai mis ER. Pour qu'on me jetât. On me jeta, pardon. Oui. Vous l'avez écrit comment? J-E-T-A. Voilà, et là, c'était la petite difficulté, c'est J-E-T-A, accent circonflexe sur le A et T. Ah oui, oui, petite particularité. Troisième personne du singulier de l'imparfait du subjonctif. Ah oui, bien sûr. Pour qu'on me jetât un sou. Sou, vous l'écrivez S-O-U. Tout simplement, non, mais oui, bien sûr, et pas comme sous Olivier est doué dessous. pour faire douter. Quand elle vous regarde, elle pose la question. Même si vous avez bien orthographié le mot, on doute. Non, c'est ça, non masculin, sous, dessous, S-O-U-S, hein, au pluriel, mais là, ce n'est pas le cas. Et c'est intéressant, le Larousse nous propose une utilisation de ce mot sous qui signifie l'argent. Tout simplement dans un autre extrait de Victor Hugo, de Ruy Blas, cette fois, la popularité, c'est la gloire en gros sous. Voilà, c'est la définition selon Victor Hugo de la popularité. Un sou par la portière, P-O-R-T-I-E-R-E, des chaises, avec un S à chaise, de poste. L'hiver, j'allais, tu allais, donc AIS, hein. On n'oublie pas non plus le S, on reste sur de l'imparfait. Pieds nus. Nous avons 2 pieds, même si c'est une expression, on met bien un S à pied et un S à nu, P-I-E-D-S, nu, N-U-S, dans la boue, B-O-U-E, en soufflant avec 2 F à souffler, A-N-T pour la fin, du verbe dans cette conjugaison, dans mes doigts, D-O-I-G-T-S, tout rouge, tout, vous l'avez écrit comment, Yvain? T-O-U-S. T-O-U-S, c'était T-O-U-T pour l'occasion. Parce qu'on est sur un invariable, sur un adverbe qui va amplifier cette rougeur. Hein. Les doigts sont tout rouges. On est toutes étonnés, pas de E. On ne marque pas le genre sur cet adverbe. On voyait V-O-Y-A-I-T, mes cuisses, 2 S-E-S, à travers mon pantalon. À 9 ans, on n'oublie pas toujours le S à an, j'ai commencé, et ça c'est vous qui allez prendre la suite, Rachid, avec tout ce beau collier de mots un peu démodés. J'ai commencé à me servir de mes louches. Donc mes louches en référence aux mains. Ouais. Donc louche, L-O-U-C-H-E-S, donc au pluriel évidemment. De temps en temps,
On n'oublie pas le S à temps, évidemment. Je vidais une fouilleuse. Donc, je vidais, on est toujours sur l'imparfait, V-I-D-A-I-S. Une fouilleuse. Comment l'avez-vous écrit? F-O-U-I-2-L-O-E. Pardon, O-U-S-E. Très bien, c'est bien, c'est la bonne orthographe. Donc, une fouilleuse. Le sens de fouilleuse. Oui, le sens de fouilleuse, Rachid. Alors, c'est une poche. Donc, c'est de faire les l'argot. poches. Voilà, c'est faire les poches, pardon. Je vidais, je faisais une poche. Donc, il était, a priori, pickpocket. Oui, c'est des petites poches pour... Voilà. Ça arrondit Donc, un peu les fins de mois. Je vidais une fouilleuse Je de vidais temps en une temps. fouilleuse. Je filais une pelure. Voilà, je filais une pelure. Donc, la pelure, c'est un vêtement. Et ça s'écrit, vous l'avez écrit, j'imagine, Yvain. P-E-L-U-R-E. Très bien. Donc là, c'est les poches du manteau qu'il allait Exactement. faire. Hein, d'accord. Je filais une pelure, il volait le manteau, carrément. Là. Il Ah passait d'accord. des poches, ensuite au vol de manteau. Et ensuite, pardon. À 10 ans, j'étais un... Voilà, à 10 ans, j'étais un marlou. Marlou, comment l'avez-vous écrit? M-A-R-L-O-U. Très bien, marlou, et qui signifie en fait, on est toujours dans de l'argot, homme rusé, malin, fort. Voilà, un marlou. Souvent. Petit filou. Exactement. Puis j'ai fait des connaissances, donc on n'oublie pas le pluriel à connaissance, le S. À 17, j'étais un grinche. Donc à 17, j'étais un grinche, l'orthographe de grinche. J'ai mis G-R-I-N-C-H-E. Très bien, grinche qui veut dire voleur. Donc à 17, j'étais un grinche, on est toujours sur de l'imparfait, donc J, apostrophe, E accent aigu, T-A-I-S. Ensuite, je forçais une boutanche, virgule. Donc je forçais toujours sur de l'imparfait, F-O-R-C-D-A-I-S, sinon ça ferait je forquais. Et une boutanche, comment l'avez-vous écrit? B-O-U-T-E-N-C-H-E. Alors c'était A. Voilà, c'était A. Et une boutanche, en fait, c'est une boutique. C'est l'argot du mot boutique. Une boutanche. Je faussais une tournante, toujours sur l'imparfait, F-A-U-2-S-A-I-S, une tournante. Je faussais une tournante. Alors, il faussait une clé. Donc là, il est passé aux clés. Voilà, une tournante, c'est une clé. Ah oui, on tourne. En référence, voilà. Au geste qu'on fait. Je Exactement. faussais, attention aussi à ce verbe fausser, où on pense à faussaire. Je faussais F-A-U-2-S-A-I-S. C'est tout juste pour vous, Yvain Juillard. Alors, je faussais F-A-U-2-S-A-I-S, une tournante. Ça s'écrit comme ça se prononce en revanche. On m'a pris, point. Donc là, on m'a pris, verbe prendre évidemment, O-N, M, apostrophe A, P-R-I-S. Point. Parce qu'on a pris qui? Moi, le COD est avant l'auxiliaire, mais comme il s'agit d'un garçon, ça ne change rien à la terminaison, à l'accord du verbe, du participe passé du verbe prendre. Et là, il nous dit donc j'avais l'âge. L'âge, on n'oublie pas, et l'apostrophe A avec accent circonflexe, j'ai E, virgule. On m'a envoyé ramer, toujours sur le verbe envoyer. Attention, envoyer participe, passer à la fin, Yvain, et à envoyer. Et ramer, vous l'écrivez comment? ER. ER, c'est un infinitif, effectivement. Après, dans la petite marine. Ouais. Là, pas de difficulté particulière. Et le bagne, donc le bagne, B-A-G-N-E, virgule, c'est dur. Le bagne, c'est dur, donc sans E, puisqu'on est sur un masculin, point final. Voilà, ça y est. Parcours. Et la correction intégrale est retrouvée sur franceculture.fr au bon soin de Corinne Amar. Combien de petites erreurs pour vous, j'ose plus dire le mot faute, Yvain Juillard? 3. 3. Pas mal. En progression depuis les années collège où vous faisiez des dictées. Ça prouve qu'on grandit, qu'on mûrit et qu'on s'en sort pas si mal. Merci beaucoup à vous, Yvain Juillard, d'avoir accepté de venir jouer le jeu de cette dictée avec les auditeurs de France Culture et avec Rachid Santaki. Merci.
Les dates de votre spectacle sont à retrouver là encore sur notre site, mais votre Cérébrum pourra notamment être vu. Vous pouvez même participer parce qu'on le disait, c'est interactif, hein, ce spectacle. Le public prend sa part aussi dans cette réflexion autour du cerveau. Ce sera lundi à Toulouse. Les 17 et 18, vous serez à Grenoble. Le 23 mars au Théâtre universitaire de Rennes. Et puis après, il y aura des dates à Paris du 4 mai au 19 juin au Théâtre Reine Blanche pour la tournée de ce spectacle. Merci à vous. Peut-être juste une petite chose, c'est que cette semaine, la semaine prochaine, c'est une semaine un peu particulière parce que c'est la semaine du cerveau. Donc ça veut dire que dans 120 villes, il va y avoir en fait des événements liés au cerveau. On va mobiliser nos cerveaux. Nous, on va mobiliser le nôtre aussi dans le cadre d'une autre semaine. Merci pour cette précision, Yvain Juillard. On va le mobiliser dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie, avec notamment Rachid lundi, une dictée qui sera organisée ici, à la Maison de la Radio, au Studio 104, en public, avec nos invités, notamment Michel Boujna, qui est le parrain de cette semaine et qui viendra lire à vos côtés un extrait de la dictée du jour, spéciale Molière, puisqu'on fête cette année, c'est les événements commémoratifs autour des 400 ans de la naissance, je crois, de Molière. Voilà, cette semaine particulière au 104 à la Maison de la Radio. On vous donne rendez-vous à 14h30 si vous souhaitez venir assister et faire cette dictée avec nous. Vous devez juste vous inscrire pour réserver une place sur le site de Radio France ou de franceculture.fr. 2 autres rendez-vous, Rachid, le mardi. Vous serez au Mucem à Marseille, toujours dans le cadre de cette semaine particulière consacrée à la francophonie, pour une dictée organisée par le Mucem et l'Académie d'Aix-Marseille. Ce sera entre 14 et 15 heures en ligne. Et le jeudi 17, vous lirez une dictée universelle en référence à l'Expo universelle de Dubaï. Ce sera où? À la Sorbonne, cette fois, à Paris. Sorbonne, alors... Non, à la Sorbonne à Abu Dhabi. À la Sorbonne d'Abu Dhabi. Je me déplace à Abu Dhabi bon voyage. Avec le lycée Massignon. Merci beaucoup à vous, Rachid Santaki. Merci, Olivia. Un grand merci à Corinne Amar. Merci à Corinne Amar qui a programmé cette émission. À la technique aujourd'hui, Jean-Frédéric, merci. À la vidéo, Hugo Renard. Et à la réalisation, bien sûr, Midia Portiz-Guérin. Je vous souhaite une très belle fin de journée sur France Culture.